Je voulais rendre un hommage aux vaches. Je trouve qu'on ne leur dit pas assez merci aux vaches. On devrait leur dire plus souvent merci pour le lait, merci pour la crème, le beurre, merci pour tous les fromages. Merci aussi pour la viande, pour ceux qui en consomment. Merci aussi pour la fertilité qu'elles apportent aux terres. Merci aussi simplement pour la beauté, puisqu'un paysage avec vaches, c'est tellement plus intéressant qu'un paysage sans vaches. Un paysage avec vaches, c'est du bocage, des arbres, des haies. C'est tellement plus intéressant que la Beauce. Moi, je trouve ça chiant, la Beauce, avec uniquement des cultures. Et à la montagne, quand on a la chance de croiser un troupeau de vaches, mais c'est tellement plus intéressant notre randonnée. Et même juste avant de les voir, on peut juste les entendre et c'est un vrai plaisir. Non, je trouve qu'aujourd'hui, on parle des vaches trop souvent uniquement en termes de litres de lait, de kilos de viande ou pire, d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on oublie qu'avec les vaches, en fait, les bovins en général, on a une longue histoire commune. Une histoire en fait qui commence il y a 10 000 ans, en Mésopotamie, où des groupes humains décident de domestiquer l'auroch. Alors l'auroch, c'est pas le premier animal qui a été domestiqué, puisque le loup est devenu le loup, le chien et le chat sont arrivés avant. Mais voilà, il fallait quand même le vouloir il y a 10 000 ans pour domestiquer donc cet animal qui était chassé et en faire en quelques générations bien un animal que l'on peut mener en troupeau et qu'on peut traire, puisque c'est essentiellement la différence en fait qu'il y a entre la chasse et l'élevage, c'est qu'on peut consommer le lait de l'animal qu'on élève. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi de ce côté-là, du côté de la Mésopotamie, que quelques milliers d'années plus tard, on invente l'écriture. Alors au tout début, l'écriture, elle est pictographique. Et donc à l'époque, si on veut écrire vache ou bœuf, ça se dit aleph. Et pour l'écrire, eh bien, on dessine une tête de bovin. Et les siècles passent, différents systèmes d'écriture sont inventés ailleurs. Et en Grèce, les Grecs inventent un système qui est différent, qui est un système en fait où chaque signe ne représente pas une chose, mais chaque signe représente un son. Et au début, ils n'ont que des consonnes dans leur système. Et donc, quand ils veulent l'améliorer, en fait, ils vont chercher du côté des anciens signes mésopotamiens. Et notamment, ils vont prendre cet ancien signe qui voulait dire Aleph, et ils vont dire, eh bien, arbitrairement, cette tête de vache, Aleph, eh bien, ça ne voudra plus dire que le son A. Et donc, ils l'appellent Alpha, Aleph, Alpha. Et comme nous, on a appris beaucoup de choses des Grecs, eh bien, ça a donné notre A chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours là. Le bœuf, la vache, elle est toujours là. Si vous prenez votre A et que vous le retournez, eh bien, vous le voyez très bien. Le triangle, c'est la tête. Et puis, on a les deux cornes. Donc, notre A est une vache. Ça change quand même tout de suite la perception qu'on a de ces animaux. Notre alphabet, donc, qui est quand même une grande base de notre culture, commence par la vache. Ça nous remet un petit peu en perspective, ça nous rappelle qu'il y a un grand lien entre agriculture et culture, que s'il n'y avait pas des gens qui étaient en train de produire à manger pour nous, pendant qu'on fait, nous, un événement culturel, eh bien, on serait tous des chasseurs-cueilleurs et on passerait presque tout notre temps éveillés à faire ça. La preuve que les bovins et les humains ont une longue histoire commune, c'est qu'on va retrouver des bovins dans énormément de mythes et mythologies. On peut penser forcément aux vaches sacrées en Inde. Il y a aussi par exemple un proverbe peul qui dit « Le monde est né à partir d'une goutte de lait ». On va retrouver aussi des bovins chez les Égyptiens, avec par exemple la déesse Hathor et le dieu Apis. On va trouver aussi des bovins en Mésopotamie, il y en aura plusieurs époques. On va notamment trouver le taureau céleste dans l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus ancien texte connu, c'est beaucoup plus ancien que la Bible. Et puis évidemment, on va retrouver des bovins aussi en Grèce antique. Le point commun en fait de toutes ces divinités bovines,
c'est qu'ils sont toujours associés à la fécondité, la fertilité. Alors du côté des mâles, c'est plus une sexualité assez affirmée, et du côté des femelles, ben, ça va plus être la maternité, la générosité. Donc je n'aurai pas le temps de vous raconter toutes les histoires bovines que j'ai recensées. Je peux juste vous raconter celle de Io. Io, c'était une princesse qui était prêtresse de Héra. Et comme ça s'est produit très très souvent dans l'histoire des dieux grecs, Zeus tombe amoureux de cette jeune fille. Et pour pouvoir lui rendre hommage sans éveiller la jalousie de Héra, eh bien, il la transforme en génisse. Et lui-même se transforme en taureau et il peut ainsi vivre son amour adultère à peu près à l'abri des regards de son épouse. Sauf que celle-ci quand même trouve un petit peu bizarre que son époux passe autant de temps avec une génisse, et donc elle lui demande de la lui offrir. Donc Zeus est obligé d'offrir sa maîtresse à son épouse, et Héra va envoyer Io très très loin en Grèce. Il va la mettre sous la garde du géant Argos, un géant qui a 100 yeux, donc qui ne dort que de 50 yeux à la fois. Donc Zeus est bien ennuyé de ne pas pouvoir retrouver sa maîtresse, et donc il envoie Hermès, son fils, qui va jouer de sa flûte magique et qui va ainsi réussir à endormir les 100 yeux en même temps du géant Argos. Donc Io est libre, sauf que Héra l'apprend, et pour se venger, elle envoie un taon qui n'aura de cesse de piquer les fesses de la belle génisse Io. Et donc la pauvre Io, génisse, est condamnée à errer à travers toute la Grèce. Elle va galoper, et elle va longer le long des côtes ouest de la Grèce. Et en son souvenir, on va appeler cette mer la mer Ionienne. Elle va continuer à galoper, et elle va passer jusqu'en Asie. Et en son hommage, eh bien, le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie s'appelle le détroit du Bosphore, le passage du bœuf.